Bonjour et bienvenue à Voix d'affaires, le podcast de la Chambre de commerce Témiscacar. Ce projet est rendu possible grâce à nos partenaires financiers annuels, soit partenaire de la relance, la MRC de Témiscamingue, partenaire Forêt Enchantée, Promutuelle et Hydro-Québec, partenaire Eau Profonde, GFM Groupe Financier et la Ville de Ville-Marie. Voix d'affaires, c'est un espace pour entendre nos entrepreneurs et leaders régionaux partager leur parcours, leurs réflexions, leurs projets sur différents sujets qui peuvent vous intéresser en tant qu'entrepreneur. Alors viens brasser ta chambre avec nous. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode de Voix d'affaires, nous recevons Étienne Ricard, président-directeur général de LVL Global. Nous voulions commencer cette série avec une histoire inspirante, celle d'une entreprise qui a connu une relance après une fermeture difficile et qui aujourd'hui connaît un bel essor. Dans le contexte économique actuel, cette résilience nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Voici donc notre discussion avec Étienne Ricard. Étienne, l'usine a fermé en 2008. On aimerait que tu nous parles de cette relance-là, puis pourquoi que cette histoire-là est importante à être racontée. De mon point de vue, ce qui m'a été raconté, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas officiellement parmi eux, mais tout a commencé, dans le fond, c'est qu'anciennement Temlam, bien sûr, avait fait faillite. C'est une usine quand même qui date des années 90, transformée dans une usine de plaquage vers une usine de LVL en 1990. Crash boursier 2008, ben des compagnies forestières ont eu de la difficulté. Ça tombe en 2010, c'est initialement Claude Gagnon, que beaucoup de gens ici dans la région connaissent bien, a pris ça en charge. Dans le fond, il a décidé en ayant vu tout l'impact économique que ça pourrait avoir, quand même une entreprise, une centaine d'emplois ici à Ville-Marie, au Témiscamingue. C'est quand même, ça a son lot d'impact économique. Claude Gagnon, qui a été le précurseur là-dedans, ben, il est allé cogner à des portes de toutes les gens qu'il connaissait, toutes des compagnies locales aussi, là, que par la bande, on aurait pu souffrir là, d'un ralentissement économique aussi ici dans la région. Puis il a réussi à relever quand même 18 investisseurs locaux qui se sont regroupés ensemble pour repartir l'usine. Accompagnés également, là, ils ont reparti avec une coopérative des travailleurs actionnaires qui se trouve dans le fond à regrouper tous les actionnaires tous les travailleurs, je veux dire, là, de l'usine. Fait que également l'implication des travailleurs qui détenaient dans le temps 9% des actions et en date d'aujourd'hui, ils en détiennent 15%. Donc, ouais. Puis, officiellement, c'est ça. C'est que réellement, là, avec tout l'impact financier, c'est quand même LVL Global. C'est quand même autour de plus ou moins 7 millions là, d'achats aussi locaux en pièces, en travaux à contrat, en achat de bois, les opérations forestières. Il y a quand même aussi un gros volume d'achats local qui est fait. Avec des politiques justement de rachat local. Fait que ça aussi, je pense que ça a un gros impact économique. Sans emploi. Nous autres, en 2024, là, c'est quasiment un bon 6 millions de chiffres, pas de chiffre d'affaires, mais plutôt 6 millions de masse salariale. Fait que ça aussi, les gens qui ont des bons salaires, avec un salaire de base qui fait quand même sens, 26 et 17, c'est pas si pire, ça commence bien. Fait que ça génère quand même une bonne économie autour de l'entreprise. Fait que tu sais, dans le temps, les 18 actionnaires, pour revenir à l'histoire, là, ils ont vu ça aller, ils ont dit ça a un gros impact. On repart ça, on se retrouve sur les manches. Puis il y avait des hauts risques quand même. Là. C'était encore en 2010 un gros ralentissement de l'économie qui se sentait un peu partout. Puis jusqu'en 2013, là, ça a été des années difficiles là, pour la reprise de l'usine. Puis à un moment donné, ça recommençait à prendre le dessus, à commencer à faire du profit seulement dans les années 2015 environ. Là. Okay. Je pense de mémoire, il y avait eu aussi des défis en lien avec le bâtiment puis le terrain. Là. Donc, c'est des gens qui ont quand même pris des risques à ce niveau-là. Il fallait y croire vraiment. Oui, il y avait des partenaires financiers qui n'osaient pas trop toucher à ça. C'est sûr que dans un environnement, au niveau de l'environnement, des usines comme ça, tu as tout le temps des impacts environnementaux sur l'entreposage de bois, etc. On sait que du bois, ça a quand même ça dégage un certain phénol qu'ils appellent, là, du phénol qui rentre dans le sol. Fait que il y a certains financement là, qui était restreint dû à ça. Puis le bâtiment également, là, vu que c'est des sols qui sont un petit peu plus de l'argile, fait que ça bouge, c'est pas nécessairement endroit, c'est pas une usine qui est vraiment, tu rentres là, puis il y a un certain ça prend un petit chim après le bureau, là. Un petit chim après le bureau. Fait que tu sais, c'était pas un clé en main. Là. Non, absolument pas. Fait que ça prenait un haut niveau de risque quand même, mais tu sais, les gens étaient prêts à se retrousser les manches, comme je disais, pour
pour repartir ça. Je me souvenais pas que c'était 18 actionnaires, puis pour avoir fait des transactions où on était 3, je peux juste imaginer le nombre de discussions qui a dû être nécessaire pour rassembler tous ces gens-là autour de la table. Là. Donc, c'est quand même un fait qui est notable dans le cadre d'une relance. Là. En effet. Puis tous les investissements qui ont eu lieu depuis 2015 jusqu'à les dernières années, là, c'est quand même quand on réinvestit d'argent, on rassemble tous ces 18 actionnaires-là. Puis dans le temps également, il y avait FTQ Desjardins également qui était actionnaire également. Fait que tout rassembler ce beau monde-là autour d'une table pour dire on investit là pour telle raison. Puis c'était aussi un beau défi. Là. Dans les dernières années, tu sais, là, il y a une nouvelle relève qui est arrivée. Comment l'entreprise a évolué avec vous autres? Premièrement, tu sais, la relève, faire une histoire courte, nous autres, on est, dans le fond, il y a moi, Jean-François Gingras, qui se trouve être directeur des approvisionnements au niveau du bois. Sébastien Barrette également, qui est directeur de production et projet. On a racheté, on est maintenant actionnaire majoritaire depuis le 1er janvier 2023. Comment c'est arrivé? C'est que les actionnaires, 18 actionnaires qui étaient là, il y en avait qui plusieurs avaient comme objectif de lancer une relance. Hein. C'était pas leur core business, il y avait chacun leurs propres entreprises. Puis il y avait quand même à cœur encore l'usine pour qu'elle soit maintenue avec les emplois. Fait qu'ils désiraient vendre, mais garder ça quand même local. Fait que ça a été, dans le fond, un des actionnaires m'a emmené qui est venu cogner à mon bureau. Il dit « Toi, Étienne, serais-tu intéressé à acheter? » Premier coup, attends un petit peu, là, c'est quand même quelque chose de gros. Fait que prendre le temps d'y penser. T'avais le nez dans les chiffres aussi? J'avais le nez dans les chiffres. Ça faisait quasiment, ça faisait au moins, c'était en 2000. Les premières discussions qui ont eu lieu, c'était en 2021, plus ou moins. Puis l'achat a été eu en 2023. Fait que ça a été un bon 2 ans de préparation aussi, puis d'aller chercher tout le financement, puis de négociation des prix également, parce qu'il y avait encore, comme on disait, le FTQ Desjardins qui était aussi à racheter. Fait que c'était aussi trouver entente avec les 18 actionnaires FTQ Desjardins et la coopérative, dire on s'entend sur quel prix. Hein? Fait qu'il y a beaucoup de parties. Mais ce qui était bien, c'est que autant pour les 18 actionnaires, comme ils disaient, les autres, c'était de voir des gens du Témiscamingue reprendre ça pour que ça reste une compagnie locale. Fait que cette vision-là qu'eux ils avaient, puis la raison pour laquelle ils avaient parti est encore là quand ils ont vendu. Puis je pense que c'est ça qui a fait de la grosse différence également, là, qu'ils auraient pu se retourner puis vendre sur le marché à des Américains ou n'importe quelle autre entreprise. Ça aurait pu avoir lieu, puis peut-être qu'il aurait pu avoir des meilleurs profits sur vente des actions. On peut pas le savoir, mais quand même, ils ont favorisé une reprise de la relève. Puis ils savaient que moi puis Jean-François et Sébastien, on était quand même des opérateurs clés de l'usine. Ça faisait plusieurs années qu'on était là, fait qu'ils avaient confiance en nous. Fait qu'ils ont placé cette confiance-là en disant écoute, on vous offre une chance, puis si vous la voulez, prenez-la. Toi, tu es comptable de formation, hein? Comptable de formation. J'étudie à l'Université d'Ottawa. J'ai Marine Témiscamingue qui m'a ramené ici en région, fait que je viens pas d'ici. Mais j'ai pris qui prend femme, prend pays. Absolument. La fois de même. Quelque chose de même. Quelque chose de même. C'est quoi Quand tu as gradué comme comptable, est-ce que tu étais capable de te projeter comme un entrepreneur? Est-ce que tu pensais que la vie t'aurait apporté sur ce chemin-là? C'est une bonne question. J'ai toujours fait confiance vraiment à la vie. Je me suis tout le temps laissé porter puis être à l'écoute des occasions qui se présentent à moi. Puis je te dirais que quand je suis allé premièrement à l'université, quand j'ai décidé d'aller comme comptable, je m'étais toujours dit qu'un jour, c'était une porte d'entrée de devenir comptable. Je me rappelle, dans le temps, ma mère elle disait si tu deviens CPA, CA dans le temps, là, comptable agréé, tu vas voir là, beaucoup de conseils d'administration. Il y a des CA qui siègent dans des conseils d'administration d'entreprise. Ce sont des dirigeants d'entreprise. Fait que moi, j'étais parti avec cette idée-là, pas de devenir comptable nécessairement dans un bureau à comptabiliser des chiffres puis vraiment faire des contentés. Là. Résumé, c'est pas nécessairement ça, nécessairement juste la job. Là. Mais j'avais toujours dans l'optique de devenir, oui, un peu un entrepreneur puis me lancer en entreprise. Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Non, mon père qui était chimiste et ma mère qui a été plus au niveau artistique, etc. Fait que ça a été, c'est pas nécessairement de famille, je te dirais, mais écoute, comme je disais, je fais confiance à la vie puis ça m'a emmené où est-ce que je suis aujourd'hui.
Je me sens quand même privilégié. Là. J'ai eu des belles opportunités. Puis au Témiscamingue, à Ville-Marie, on est bien. Il fait bon vivre. La chasse, la pêche. Je ne regrette pas mon choix d'être déménagé ici. Puis tes partenaires d'affaires, eux, c'est quoi leur profil? Est-ce que c'était dans leur aspiration aussi? Parce que j'ai des partenaires ou j'ai eu des partenaires associés. Puis c'est pas souvent des gens qu'on a choisis, c'est des gens qui ont été mis sur notre chemin. Puis après ça, il faut faire une équipe, là. Ouais. Donc, tu sais, à ce niveau-là, parce qu'on veut vraiment le focus sur le nouveau LVL Global, tu sais, apprendre à connaître cette équipe-là qui est en place et qui fait rayonner le Témiscamingue aussi. Oui. Non, c'est une très bonne question. Écoute, premièrement, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait ensemble, Sébastien, Jean-François et moi. Tu sais, moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour LVL Global maintenant, mais Sébastien, lui, je pense à l'ouverture 2011, il était là. Jean-François, je pense que c'était 2013. Fait que, tu sais, ils sont pas mal là depuis le début également. J'ai appris à les connaître, puis également là, avoir cette synergie-là qui s'est installée à travers le temps, même avant de devenir partenaire. Ils ont un profil, je te dirais aussi, un peu entrepreneur. Autant Jean-François Gingras, il a eu sa bleuetière pendant un certain temps. Fait que, il avait sa propre entreprise à ce niveau-là. Sébastien Barrette, lui, ça a toujours été un gars qui s'est beaucoup investi personnellement aussi, beaucoup dans l'usine. Donc, je sais que de même dans son jargon, là, c'était un jour quand je vais être propriétaire de l'usine, c'était pour blaguer, mais en même temps, à m'emmener, sa blague est devenue réalité. Quand on se visualise quand même quelque part, m'emmener, c'est ça qui arrive, je pense. Fait que non, écoute, c'est même Sébastien qui lui aussi a une cabane à sucre. Fait que je suis avec deux gens qui s'investissent maintenant dans des cabanes à sucre. Fait que je me dis, il va peut-être falloir que je m'achète une cabane à sucre en parallèle. Mais bref, ils ont un petit côté entrepreneur, ils ont un petit côté également là, de s'investir aussi beaucoup personnellement et pas juste de dire je fais un 40 heures semaine. Là, c'est d'avoir vraiment la fibre entrepreneuriale de. Ouais, c'est tout sauf ça. Exactement. Eux aussi, ils voyaient une opportunité là, d'être propriétaire de LVL Global, là, dans le fond. Oui, ben c'est sûr que quand je les ai approchés, les deux ont resté aussi surpris, comme moi je l'étais initialement quand on me l'a proposé. Puis tu sais, je me serais pas vu également, tu sais, j'aurais pu dire, j'achète tout seul, tout ça, mais puis ce que je conseille, mettons, à tout autre entrepreneur qui décide autant dans une relève ou même de... c'est tout le temps une question de relation, c'est tout le temps une question de bien s'entourer, c'est tout le temps une question d'avoir des gens qui sont là, parce que tu peux pas faire la job tout seul. Hein? Une entreprise, c'est les gens qui y travaillent qui font la performance de l'entreprise. Puis je pense que des gars comme justement Sébastien puis Jean-François, là, quand je savais que j'avais cette opportunité-là, je voyais seulement le succès de l'entreprise en ayant ces deux gars-là avec moi. Fait que automatiquement, pour moi, c'était je le fais avec eux ou je le fais pas. Fait que moi, c'était vraiment là, ma vision des choses. Puis comme je regrette vraiment pas mon move, on s'entend super bien, on a la même vision également. Puis tu sais, je me suis bien assis avec eux autres, puis m'assurer que la vision que j'avais était la même que eux, qui était de maintenir encore l'usine le plus longtemps possible en vie, en réinvestissant de façon stratégique dans les prochaines années pour maintenir la pérennité des emplois. Puis tu sais, le vouloir de, pas nécessairement, comme on pourrait dire, de siphonner l'argent de l'entreprise juste pour devenir plus riche, mais plutôt de réinvestir cet argent-là là, pour tout le temps s'assurer que l'usine est la plus performante possible. Surtout dans un domaine là, que la compétitivité, surtout dans le LVL, c'est des gros joueurs avec qui on joue, là, fait que on n'a pas le choix d'être toujours à jour. Oui, de s'assurer que dans 20 ans, l'usine ne sera pas désuète parce qu'on n'a pas investi. Puis la production ne fonctionne plus. Là. Est-ce que vous avez toujours pas mal la même production, les mêmes produits de 2010 à aujourd'hui? Il y a des choses qui ont évolué? On évolue toujours, je te dirais, on s'améliore toujours, mais ce qui nous a distingué dans le marché, là, c'est vraiment notre service plus. Fait que, encore là, quand je dis service, ça va avec les employés. Les employés offrent un service et la façon que l'usine fonctionne, c'est qu'on offre à nos clients vraiment des produits qui sont sur commande spéciale, sur des dimensions spéciales. Fait que, on fait du LVL, qui est dans la poutre laminée collée,
utilisés dans la charpente là, commerciale et résidentielle, là, des colonnes, des poutrelles, des linteaux. Nos concurrents vont souvent se spécialiser plus dans des volumes. Hein? Fait que, ils vont produire en continu des volumes X, puis la redécoupe, habituellement, est faite sur des redistributeurs. Nous, la découpe, on la fait à même l'usine. Fait que, on a une cadence qui permet de le faire. Également, qui est vraiment spécialisée pour dire que les clients, c'est pas eux autres non plus qui doivent supporter la découpe de produits puis avoir des pertes ou également là, dans ces redécoupes-là avant de leur vendre. Fait qu'on a cet avantage concurrentiel-là, je te dirais, mais nos produits ont toujours été les mêmes. On fait du 1.9 modulaire, fait que c'est une question de force structurale du bois, du LVL, et également du 2.0. La différence, c'est un que c'est 100% trempe, avec l'essence de trempe. Et un que c'est sur 15 plis. Dans le 2.0, c'est 2 plis sur le dessus, 2 plis du dessous qui sont avec du boulot. Le reste, c'est encore du trempe à l'intérieur. Donc, on a ces deux produits-là qui ont toujours été notre core business. Meilleur que l'autre? 2.0 étant plus fort. OK. 2.0 étant plus fort, fait que la force structurale, hein, le boulot étant plus dense que le trempe, automatiquement en ajoutant des plis de boulot dans notre produit, on vient avoir un produit qui est plus solide. Fait que, qui se vend plus cher, qui est aussi avec une qualité supérieure. On parlait de la compétition tantôt, puis je me demandais, votre plus proche compétiteur en taille d'entreprise, est-ce que c'est similaire à vous ou si c'est comme... On est loin, là. Vous êtes loin, vous êtes... Les plus gros, là, en termes de volume, on parle de 10 millions de pieds cubes par année, puis nous autres, on est dans 800 000 pieds cubes par année. Fait que, tu sais, le plus gros, c'est ça. C'est ça encore plus fabuleux de l'histoire, là. C'est quand que tu viens à bout de trouver ta niche dans un marché qui est comme occupé par des géants. Exactement. Puis c'est toutes des multinationales, des compagnies cotées en bourse. En général, il y a 8 entreprises nord-américaines qui produisent du LVL, puis on fait partie de ces 8-là. Mais les 8, dans une compagnie, il y en a une qui va avoir une vingtaine d'usines dans le bois d'œuvre, dans le bois d'ingénierie, qui est le contreplaqué, le LVL, etc. Fait que, ils sont très diversifiés dans leurs produits, dont le LVL. Fait que, on a quand même les reins solides, ils ont l'expertise, ils ont tout ce qui vient avec des multinationales, qu'on peut dire, là, le plus financier. Fait que, nous autres, de notre côté, on mise vraiment, puis on représente, là, faire une histoire courte, on représente environ 1% du marché nord-américain au niveau du LVL. C'est pas énorme, mais on fait notre place, puis on trouve toujours preneur, puis même dans des situations qu'on le voit, des compagnies cotées en bourse, on est capable de voir s'ils ralentissent ou s'ils augmentent, t'sais. Fait que les compagnies, dans les dernières années, depuis le COVID, ça a été des grandes années de production, mais après ça, ça a diminué dans les dernières années. Il y a même des usines qui ont ralenti jusqu'à 30% leur capacité de production. Puis nous autres, on a quand même maintenu là, nos 5 jours semaine, 24 heures sur 24, pendant ces années-là que ça a été plus difficile. Puis en date d'aujourd'hui, on produit l'équivalent de 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puis on vend tous nos produits, on est même sold out, fait que ça va bien parce que justement on a des secteurs un peu plus niche, puis on a ce service-là, comme on dit, de redécoupage. Puis on est les seuls aussi qui fait du LVL officiellement avec du tremble. Le tremble étant, oui, un peu moins dense que la majorité des autres essences qui sont utilisées dans le LVL. Donc, peut-être un petit peu moins fort. Fait que des fois, on se bat contre du 2.0, 2.1 avec notre 1.9 qui est 100% trempe. Mais surtout des avantages au niveau de sa légèreté. Fait que la légèreté, la manipulation en chantier aussi, c'est du LVL qui est plus léger. Également plus abordable, même pour, mettons, des quincailleries. Les gens qui vont magasiner, monsieur, madame, tout le monde qui vont magasiner dans une quincaillerie. Notre LVL est souvent à meilleur marché que la compétition. Fait que, on gagne également à ce niveau-là. Est-ce que vous l'exportez? 65% de nos ventes sont exportées aux États-Unis. OK. Le reste, c'est Québec, Ontario. Les grands centres, là, Toronto, Montréal, c'est pas mal nos exportations, nos exportations de nos marchés. Mais 65%, c'est marché américain. Vous allez me poser la question, tarif douanier, tu fais quoi avec ça? Oui, c'était là. Oui, ça a été, dans le fond, quand on a tout vu ça, comme la part des compagnies ont sursauté. Je
pense ce qui fait la force, je reviens un petit peu à ce que j'ai donné comme réponse tantôt, là, une question de communication, une question de relation. C'est bon pour les travailleurs, c'est bon pour les employés, mais c'est aussi bon pour les clients, c'est aussi bon pour les fournisseurs. Nos clients, c'est les mêmes clients qu'on a depuis 2010. On a bâti des relations d'affaires avec eux. Quand le marché il était en haut dans le temps du COVID puis que tout le monde avait de la misère à se procurer du LVL, on est resté fidèle avec nos clients que justement, même avec une guerre de prix, une guerre de vente au niveau des prix, on a maintenu quand même des prix qui étaient raisonnables, qui n'abusaient pas non plus du marché. On était là pour eux autres. Mais dans le sens inverse, quand nous autres, ça ralentit, ils ont été là pour nous autres puis ils ont tout le temps resté très fidèles à nous. Donc, je pense que c'est une question de relation d'affaires. Fait que quand il arrive des tarifs, tu t'assois autour de la table, tu te dis comment on fait pour s'entraider dans tout ça puis maintenir ce partenariat. Ben, les deux parties ont été prêtes à négocier en fonction de trouver un terrain d'entente, de dire ben, dans ce 25%-là, qui en prend une partie de la facture. Fait que c'est pour l'instant, premièrement, on n'est pas impacté par le 25%. C'est sûr que ça nous pend au bout du nez, comme on dit. On sait jamais. On sait jamais. On fait partie de la SUM, fait que c'est l'entente de l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Fait que présentement, on n'est pas impacté. Mais dans le cas qu'il y a 25%, exemple, on est prêt justement à en absorber une partie, le client aussi, puis ça reste profitable pour les deux parties également. Oui, mais la faiblesse du dollar nous aide un peu dans un contexte d'exportation aussi. Là. Ça l'aide à faire digérer la pilule un peu. Là. Fait que, on dit qu'on partage ça à trois. Là. Le taux de change, le client puis le fournisseur. Fait que la stabilité de l'entreprise depuis 2010, c'est vos clients que vous avez été capable de garder depuis tout ce temps-là avec une belle relation d'affaires avec eux. Exactement. C'est ça qui fait la différence parce que moi, je me souviens, avant 2010, on entendait toutes sortes d'affaires sur... c'était pas LVL dans ce temps-là, là, mais tu sais que, oups, ça va fermer, il va se passer ci. Puis c'est vrai que depuis les dernières années, on entend moins parler d'LVL Global, en tout cas pas négativement. Là. La stabilité, ouais, c'est une question de stabilité et de relation d'affaires, en effet. Au début, quand ça leur est ouvert, la mise en marché du produit était donnée à la sous-traitance. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou vous avez vos propres représentants? Depuis 2010, ça a été encore, c'est toujours le même représentant, là, dans le fond des ventes. C'est un contrat, c'est sûr que c'est... mais je pourrais considérer que c'est quasiment comme un employé. Là. Il fait partie de l'équipe, c'est une personne là, qu'on fait affaire. Fait que c'est Martin Lefebvre, c'est un gars quand même exactement là, qui provient, qui habite à Mont-Laurier, mais que ça fait plusieurs années qu'on fait affaire avec lui. Fait que c'est encore une fois, quand on parlait de relations, même chose là, avec lui, il connaît bien LVL, il connaît bien comment on travaille, on a la même vision de la façon qu'on aborde nos clients. Fait que on discute toujours ensemble la stratégie d'aborder chaque situation, dont les tarifs. Donc non, il fait partie de l'équipe. Il fait partie des meubles depuis la réouverture. Exactement. Quels sont vos projets de développement, mettons, dans les prochaines années ou même dans 10 ans? Là? Comment on voit LVL Global? C'est sûr de maintenir la pérennité de l'usine. Hein. L'objectif, c'est de s'assurer que les emplois et qu'on reste compétitif. Donc, l'usine en reste là à long terme. Depuis 2019, là, on a investi autour de ça, là, 12 millions d'investissements sur des projets qui ont été qui ont été rentables rapidement, mais aussi qui ont misé sur autant les impacts environnementaux ou sinon récupération de la fibre. Tu vois que la nouvelle dérouleuse qu'on avait acquis en 2019, on récupère 27% plus de fibres. Fait que, on vient maximiser également les retombées sur non seulement économique, mais également sur l'environnement, sur ce qu'on on retire des arbres ici du Témiscamingue. Puis en faisant une parenthèse, c'est sûr que le tram étant quand même une essence qui est plus souvent mis dans les pâtes et papiers, un peu l'OSB également, c'est plus dans la première transformation. Le fait de le mettre dans une deuxième transformation qui est le LVL, on y rajoute aussi une plus-value. Là. Fait que, on donne une meilleure mise en marché en partant un prix d'achat qui est plus élevé pour la partie de déroulage de tremble. Mais fait qu'on maximise, oui, la récupération de la fibre dans nos projets. On maximise aussi l'impact environnemental. La biomasse qu'on a mis récemment en 2021, on diminue 79% de nos émanations à effet de serre. Fait que ça aussi, ça a été beaucoup des beaux projets qui nous permettent aussi de maximiser notre production dans le futur.
Fait que toujours dans ce même enlignement-là, tu vois, là, dans la prochaine année, on est sur la table à dessin un beau projet de plus ou moins 14 millions. Probablement là, en application au printemps 2026, mais c'est un projet qui en amont prend beaucoup aussi également là, de besoins financiers, là, de trouver des partenaires financiers. On a déjà des partenaires pour l'achat des équipements qui sont déjà bien encadrés. On est dans des démarches, justement, là, point de vue gouvernemental, d'avoir des aides, également des subventions là, pour tout ce qui est innovation dans le bois. Donc, c'est tout en branle présentement. Puis ce projet-là, précisément, va rejoindre un peu les alignements passés, comme on disait, là, notre alignement de dire, ben, on veut gagner, oui, en productivité, améliorer notre productivité. Avec ce projet-là, on devrait augmenter de 9% notre capacité de production. On devrait récupérer encore là 4% de plus de fibres. Et également, là, une question d'énergie là, sauver en amont, là, tout ce qu'on produit en amont pour la ligne finale, parce que dans le fond, le projet vise l'assemblage du LVL. L'assemblage se trouve à être, dans le fond, quand je parlais du déplaquage, c'est du déplaquage d'un 8 d'épaisseur par 4 pieds par 4 pieds. Dans l'assemblage de ça, c'est 15 plis pour former du LVL d'un pouce 3/4, qui est un produit standard. Fait qu'on va vraiment dans l'automatisation de ce procédé-là. Fait que gagnant en rapidité, mais également gagnant en énergie, en efficacité et même diminuer notre besoin de mettre de la colle également. Oui, puis parce que c'est quand même assez manuel là, pour avoir vu l'opération. C'est quand même étonnant qu'il y a quand même beaucoup de manipulation. Ouais. C'est on pourrait dire semi-automatisé présentement. Là, quand même beaucoup de manuel. Quand la feuille arrive, l'employé va quand même déposer sa feuille manuellement juste pour bien l'enligner. Fait que c'est sûr que ergonomiquement aussi pour les employés, ça va être mieux. Hein? On coupe aucun poste là-dedans, ce qui était quand même une très bonne nouvelle. Du fait que notre but c'est de maintenir les emplois. Fait que, oui, on veut automatiser, mais quand même maintenir le plus possible d'emplois. Fait que ça va devenir plus un poste d'observation du contrôle de la qualité et non moins de manuel. Mais tout l'avantage est là, puis comme on disait, là, des fois, ça va pour accélérer, pour avoir vraiment le gap qu'on veut entre les feuilles. Ça va être bien important, nous autres, d'avoir le plus petit gap pour récupérer le plus de fibres possible, tout en étant aussi rapide et plus rapide même dans le futur. Là, on parle de la fibre, puis ça m'amène à parler du flot du bois au Témiscamingue. Puis j'aimerais savoir, toi, là, tu l'as vécu comment le printemps 2024? Écoute, ça nous a impacté. On sait qu'avec Chantilly-Chibougamau, Témiscamingue, là, les opérations ont beaucoup ralenti. Hein. C'est sûr que nous, on a vu ça venir. Hein. Ça fait plusieurs années que à Témiscamingue, ils ont beaucoup ralenti leurs opérations. On le sait qu'ils en prenaient de moins en moins. Ils en prenaient même de plus en plus en Ontario de la fibre pour s'approvisionner. Fait que nous, on est passé, là, je te dirais, depuis au moins facilement depuis les années 2020, on est passé de 90% de nos approvisionnements qui s'approvisionnaient directement avec la synergie entre Béarn et Témiscamingue dans l'approvisionnement des copeaux pour les pâtes et papiers de Témiscamingue en trempe et bouleau, à depuis environ un bon 3 ans seulement à 10%. Fait que on était déjà plus dépendant de cette synergie d'approvisionnement-là. On s'est beaucoup plus déplacé vers l'Abitibi également. Majoritairement, là, nos approvisionnements proviennent des bois privés du SPBAT. Fait que on s'approvisionne quand même au Témiscamingue des opérateurs, des opérations forestières privées, mais aussi beaucoup en Abitibi. Oui, aussi, on va de plus en plus en Ontario. Puis ce qui est arrivé également au printemps 2024, là, il y a aussi des fermetures d'usines qui sont faites en Ontario, qui a libéré aussi des volumes potentiels pour nous autres. Fait que, on a été quand même chanceux malgré justement le ralentissement des usines là, de Béarn et Témiscamingue, malgré tout ça. On va chercher un petit peu le bois un petit peu plus loin. Mais nos marges de profit nous permettent justement d'aller chercher du bois à plus haute distance également. Fait que des fois, on peut aller jusqu'à 500 km là, pour aller chercher notre déroulage. Hein. Fait que ça... Quand même. Ça va loin. Mais au moins, le fait d'avoir déjà comme vu venir cette tendance-là, vous avez comme prévu le coup à l'avance. Fait que vous n'avez pas eu autant d'impact qu'on pouvait penser que vous en auriez, mettons. Exactement.
Là, c'est sûr que, tu sais, dans le futur, quand on regarde ça, c'est sûr que si Témiscamingue, c'est sûr que Témiscamingue, les autres, ils ont fermé l'usine qui était, les pâtes et papiers, qui était principalement avec l'essence de résineux. Nous, c'est de l'essence de feuillus, hein, c'est trempe boulot. Fait que c'est sûr que leur usine de trempe de feuillus est toujours encore active. Si cette usine-là, un jour, fermait, totalement comme celle de résineux, c'est sûr que pour nous autres, il y aurait quand même un impact. Là, à un moment donné, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher en moyenne là, sur un arbre de trempe qu'on a besoin, le déroulage, on va chercher 15% de l'arbre, qui est vraiment la qualité de la bille. Ça peut aller jusqu'à 25%, mais en moyenne 15%, 20%. Fait que le reste de l'arbre, il faut trouver preneur de qualité pâte pour le reste de l'arbre. Donc, la papetière Témiscamingue, pour l'instant, continue à prendre ces genres de volumes-là qui génèrent du déroulage par la bande. Mais il y a également les compagnies d'OSB au nord, en Abitibi, qui est Arbec puis West Fraser également, qui font de l'OSB à base de trempe, donc qui prennent la qualité de l'arbre là, qui est considérée de la pâte. Là. Je suis comme étonnée du pourcentage, là, puis je me demandais, le 15 est-ce que c'est du tronc qui arrive ou si c'est l'arbre en longueur est branché? Ouais. OK, c'est calculé. L'arbre en longueur est branché. Déjà est branché, là. Donc, c'est ce volume-là. OK. Fait qu'il y a toute une autre partie qui reste en forêt ou qui est valorisée autrement, qui n'est pas considérée dans la somme totale. Exactement. Pour faire une histoire courte, nous autres, de notre côté, on va consommer environ 60 000 mètres cubes par année. Mm-hmm. Tu vas voir des compagnies, exemple d'OSB, qui vont en consommer 400 000 mètres cubes par année. Fait que, en termes de volume, on consomme pas beaucoup, mais on prend vraiment la portion de qualité de déroulage de l'arbre. Ouais. Le reste, ça prend quand même un haut volume, comme je vous disais, le ratio 15%. Ben, le reste, il faut qu'il y ait preneur. Il faut faire quelque chose avec. Fait que, présentement, 90% de nos approvisionnements nous arrivent déjà tronçonnés à l'usine. Puis, ça reste qu'en forêt, ben, le reste de l'arbre s'en va dans des usines comme, je vous disais, des usines de OSB. Ouais. Principalement en Abitibi. Fait que vous achetez pas nécessairement les arbres en longueur, ou en tout cas très peu. Là. Habituellement, là, c'est rare que nous-mêmes, là, on achète vraiment l'arbre longueur. Fait que, souvent, on a des ententes avec les producteurs, exemple SPBAT, producteurs privés. Excusez-moi, premièrement, nous, on va dire, on est prêt à prendre le 15% ou le pourcentage qui fait partie de qualité de déroulage. Le reste de l'arbre, eux vont trouver preneur pour la balance. Fait que c'est pas nous autres qui assument l'achat initial de tout l'arbre au complet. C'est vraiment, on assume seulement la portion de déroulage. Parce qu'éventuellement, c'est sûr que si, quand tu dis, au niveau monétaire, hein, tu achètes ton approvisionnement, c'est 15%, mais mettons, tu achètes 100% de l'arbre. C'est beaucoup d'argent à mettre sur la table pour garder cet inventaire-là en vie, puis après ça, trouver preneur, puis si t'es pris avec cette portion-là que personne finalement veut, ça, c'est une perte assurée là, qui va à l'encontre de ta production. Là. Oh oui, absolument. Tu dirais que c'est quoi ton plus grand défi comme dirigeant d'entreprise en 2025? Je suis convaincu que beaucoup de gens qui vont m'entendre vont dire « Ouais, moi aussi. » C'est sûr que la RH, ressources humaines, c'est toujours un défi. Quand je disais bien s'entourer, ça fait aussi partie de ça. Trouver des bons employés qui vont fitter à la bonne place, qui ont le goût de s'investir également. La concurrence sur les compagnies locales aussi, de s'arracher des bons employés, ça fait partie de la game. Je crois qu'on se distingue également du fait que les employés clés et tous les employés en général de chez LVL Global, par la bande, sont actionnaires de l'entreprise. Je pense aussi que ça donne une plus-value pour ce défi-là. Fait que, quand j'ai entendu plein d'entreprises dire on a des manques, on est même obligé de couper de la production parce qu'on avait des manques au niveau de la main-d'œuvre, on n'a jamais connu ça pour l'instant. Fait que, on a quand même été chanceux. J'ai bon espoir que c'est aussi du bouche à oreille que les gens disent qu'ils sont bien chez LVL Global. Peut-être que vous êtes un bon employeur. Un bon employeur, on a des bons salaires, des bonnes conditions, on a un syndicat avec qui on s'entend super bien. Notre volonté, c'est que les employés soient bien chez nous. Fait que c'est sûr et certain que on n'a pas de défi avec le syndicat ou des griefs qui fait qu'on n'est pas capable de s'entendre parce que notre objectif ou la ligne, c'est que les employés soient bien là-dedans.
Fait que c'est sûr qu'on on entend parler, là, les gens aiment ça. Puis notre bassin également, comme je vous disais, là, nous autres, on a une politique homme-femme également. Là, je sais pas si je l'avais mentionné, mais une politique homme-femme que quand on embauche, on veut essayer d'avoir un ratio 50-50 homme-femme dans l'usine. Puis en date d'aujourd'hui, on a déjà été plus haut, mais en date d'aujourd'hui, on est autour de 36% de nos travailleurs, ce sont des femmes. Dans l'industrie forestière, c'est assez rare. Je pense que même on est pas mal les seuls. Fait que encore là, de bouche à oreille, on vient quand même grossir notre bassin de candidats potentiels également là, pour l'usine. Fait que tu sais, c'est tous des jobs aussi également là, que physiquement, là, autant un homme et une femme ils sont capables de réaliser chez nous. Fait que tu sais, puis comme je vous disais, le sentiment qu'éventuellement, si l'entreprise performe bien, qu'il peut y avoir des retombées économiques qui reviennent dans les poches des travailleurs, le sentiment de dire que si je contribue, l'entreprise performe, ça me revient, ça, je pense que ça fait la différence également. Là. Et ce serait quoi votre plus grande fierté chez LVL Global? C'est de faire partie de cette équipe-là, je te dirais. J'étais quand même chanceux, je me considère béni, je veux pas d'être tombé dans ce j'étais pas un client en main, je veux pas, mais dans le sens que c'est toute la chance d'avoir pu acquérir l'usine, d'avoir tous ces gens-là qui m'entourent, qui fait en sorte qu'il y a un succès à travers ça. Je me sens quand même très chanceux d'avoir cette équipe-là autour de moi qui fait en sorte aussi que ça simplifie ma vie au jour le jour. Là. Fait que non, je pense que je suis fier de faire partie de cette équipe-là. En effet, là, c'est, je pense, une de mes réalisations qui me rend heureux dans la vie. C'est une belle fierté pour le Témiscamingue, en tout cas. Effectivement. Oui. Heureux de l'entendre. Merci, Étienne. C'était vraiment intéressant. Super.